Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Salah Beina. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de débattre avec vous, y compris sur un ring. Pareil pour moi. Je rappelle, Salah Beina, que vous êtes enseignant-chercheur en IT, donc en tech, et que vous êtes également spécialiste en transformation digitale et qu'on est heureux de vous accueillir en marge de ce JTEX Africa 2024 qui a démarré à Marrakech, donc, qui va se dérouler sur 3 jours avec un débat en 3 rounds thématiques. Premier round thématique, quel bénéfice technologique ce JTEX Africa 2024 pour nous, le Maroc et pour les, quand je dis le Maroc, c'est bien sûr pour les Marocaines et les Marocains. Deuxième round, cet écosystème IT avec cette nouvelle organisation qui a été mise en place, un nouveau schéma de gouvernance. Est-ce que ce JTEX, et dans ce JTEX, les acteurs marocains seront-ils spectateurs ou simplement acteurs? Et le troisième round, intelligence artificielle, un domaine que vous maîtrisez parfaitement. On parle d'un cadre réglementaire qui devrait être mis en place à partir d'ici la fin de l'année. En tout cas, selon le ministre de la Justice, est-ce que pour vous, un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une fausse ou une bonne idée? Avec un point d'interrogation. Premier round, Salah Beina, quel bénéfice technologique pour le Maroc, ce JTEX 2024 Africa? Ben écoute, tout d'abord, c'est la deuxième édition, donc ouais. On a un peu de recul par rapport à la première. Effectivement, vu les nombres, la participation, la tendance qu'on attend sur les stands, etc., on est sur un format plus grand que celui de l'année dernière. On parle de plus de 70% en termes et d'entreprises et bien évidemment plus de monde qui va visiter. Ouais. Ça, c'est les chiffres de l'événement. Maintenant, si on veut au moins avoir des références pour comparer, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice technologique, ouais. Bénéfice investissement, bénéfice innovation. Il nous faut de vrais bilans. Il nous faut un bilan au moins de la première édition parce que là aussi, on s'est arrêté au niveau des chiffres de participation. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que c'est une très belle opportunité pour que des investisseurs rencontrent d'autres acteurs ou bien que les entreprises se rencontrent entre elles. Mais c'est très difficile de capturer le nombre de contrats qui ont eu lieu, les startups qui ont reçu. En 2023, depuis l'édition 2023, qui était la première édition organisée à Marrakech, au Maroc, il n'y a pas eu d'évaluation de fait, en tout cas d'évaluation et de data rendue publique. Est-ce que ça vous pose problème ou pas? D'abord, avant d'en arriver là, il faut que lors de l'événement, il y ait des actions qui permettent de montrer qu'on va sur ce type d'action. Par exemple, le JTEX, quand il s'organise dans le monde, on sait qu'il y a des mini-événements à l'intérieur qui font que on va financer une start-up, on va distribuer des prix sur différentes start-up, etc. Et ça, normalement, ça devrait être public, ça devrait s'annoncer dans la foulée de l'organisation de l'événement. On l'a déjà vu ailleurs. L'édition 2023, moi, quand j'ai lu tous les bilans qui sont sortis depuis, on ne parle que de participation, que de nombre de stands, que de nombre d'entreprises qui participent. Et donc, j'ai peur pour l'instant. On attendra le bilan de 2024, oui. Mais pour l'instant, tous les chiffres qu'on nous annonce, c'est des chiffres de participation. Moi, je pense qu'il faut un bilan à froid qui mesure combien de contrats. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, mais au moins, il y a des signaux qui devraient… Des deals qui doivent être… C'est difficile d'avoir accès aux deals. Ouais. Mais en tout cas, il y a des indices mondiaux qui devraient nous permettre de voir la différence entre l'avant JTEX et l'après JTEX. Si je parle typiquement des startups, parce que c'est un sujet très mis en avant dans l'organisation du JTEX, on nous dit qu'il va y avoir plus de 1000 startups qui vont être là. Ben, c'est génial. Avec des capital risqueurs qui ne vont pas être loin. C'est ce qu'ils nous ont dit. Oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire que le JTEX, c'est une très belle opportunité. La promesse est bien évidemment là. Il y a des startups et il y a des capitaux risqueurs. Et donc, on va les faire rencontrer. Ben, il faudrait que sur l'indice d'investissement ou l'indice des levées de fonds marocaines, des startups marocaines, ça finisse par se voir. Et donc, cette analyse avant JTEX, après JTEX, je ne parle même pas de JTEX 2024, mais on pourrait comparer le JTEX 2023, qu'est-ce qu'il a changé sur l'échiquier de l'innovation, des levées de fonds, des startups marocaines. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, quel bénéfice technologique, trop tôt pour en parler, mais en même temps, vous êtes interrogatif sur le fait qu'effectivement, est-ce que la volonté même des organisateurs et de l'organisation de ce JTEX 2024 Africa à Marrakech, est-ce que c'est pas tout simplement de créer une plateforme de networking qui permet d'apporter un peu plus de soft power au pays et que c'est déjà beaucoup pour celles et ceux qui sont derrière l'organisation de
cet événement et qu'après le reste, en fait, le transfert technologique et la montée en charge des collections pour les startups, c'est pas forcément ce qui est prioritaire. Moi, je pense qu'on est qu'au deuxième épisode. C'est-à-dire que GITEX, c'est parti pour durer au moins pour 10 éditions. C'est ce qui a été annoncé l'année dernière. Je ne sais pas si on est toujours sur cette on va dire, la même promesse. C'est trop tôt aujourd'hui pour récolter les bénéfices, on va dire, en investissement, en levée de fonds, en deal, mais on peut au moins être fier d'organiser un événement de cette taille à l'échelle africaine. Peut-être même que c'est toute l'Afrique qui va en bénéficier, c'est pas forcément le Maroc. Le Maroc est organisateur, mais après, toute l'Afrique, les startups africaines vont pouvoir trouver des deals aussi et lever des fonds. Donc, à l'échelle actuelle, je pense, on est au deuxième épisode, mais il faut que les indicateurs aillent dans ce sens, parce que sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Les principaux pays, en tout cas, moteurs en matière de digital, de numérique sur le continent, on appelle ça le Big Four, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Kenya, pour ne pas les citer, eux, ils n'ont jamais organisé de GITEX, et c'est les principaux pays qui sont en haut du classement en matière de levée de fonds, en matière de licorne d'ailleurs, en matière aussi de financement des GAFAM qui sont partie prenante dans ces pays-là. Est-ce que du coup il vaut mieux peut-être ne pas forcément organiser des GITEX et puis monter en puissance au niveau de l'écosystème IT ou se dire non, c'est important de positionner les GITEX et donc de positionner le Maroc dans les radars mondiaux et après le reste on verra. Moi, je pense que le GITEX tout seul ne peut pas résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est les Big Four dont tu as parlé, Rachid. Ils ont les mécanismes institutionnels qui permettent de gérer des levées de fonds, de mettre en avant leurs startups, etc. Nous, l'opportunité, elle est chez nous. Mais peut-être que dans l'écosystème, nous ne savons pas gérer l'après-GITEX. C'est-à-dire le GITEX, il se termine pas. Enfin, si on compte le GITEX comme étant 3 jours et qui se termine vendredi là, le 1er juin et tout le monde y déballe ses stands. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. J'ai l'impression que c'est ce qui est réellement passé l'année dernière. Maintenant, il faut travailler l'après-GITEX parce que c'est l'après-GITEX qui va être important dans les vraies actions impactantes. Deuxième round, justement, cet écosystème IT. Je disais avec la création de cette instance, nouvelle instance pilotée par le chef de gouvernement qui a pris les choses en main, c'était en novembre 2023, je crois. Oui, exactement. Voilà, de mémoire, parce que des fois j'ai la mémoire qui faillit. Et est-ce que justement, à la lumière de ce GITEX 2024 Africa, est-ce que nos acteurs, publics et privés, vont être acteurs ou spectateurs de ce GITEX? Je pense qu'ils sont acteurs. Dans l'ensemble, ils sont acteurs. En dehors de l'organisation, de mettre en place les chaises, les tables, et d'installer les VIP, est-ce qu'on fait plus? Est-ce que nos acteurs respectifs sont beaucoup plus engagés que cela dans l'organisation de ce GITEX? Je pense que l'opportunité est tellement grande que tout le monde essaie de tirer un peu le produit un peu vers lui. Et donc, bien évidemment, quand on voit les institutions qui essayent de se plugger, qui organisent leur side event, qui organisent leurs conférences, qui organisent… Tout le monde a pris son stand, tout le monde a fait son… Tout le monde s'est installé. Le ministère de la Transition numérique a participé dans l'intégration de l'écosystème start-up marocain et donc pour inviter des start-up, etc. Donc, je pense qu'en termes d'action, on n'est pas spectateur, on est actif. On est engagé. Maintenant, c'est quel type d'action? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les 3 jours de l'événement. Et une fois que l'événement se termine, tout le monde rentre chez lui et il y a l'après. C'est sur la durée qu'il va falloir être acteur. Et pas uniquement sur les 3 jours, fin du spectacle et tout le monde rentre chez lui. Est-ce que ça va avoir un impact? Parce que je rappelle aussi qu'il y a une nouvelle vision, une nouvelle feuille de route 2030, Morocco Digital. Est-ce que là, du coup, le GITEX, est-ce que ça va donner un coup de fouet? Un nouvel élan? Je crois savoir que ça n'a pas été forcément mis en avant lors de la cérémonie d'ouverture, cette nouvelle stratégie 2030. Est-ce que là-dessus, l'écosystème qu'on dit un peu fragilisé, un peu démobilisé, entre guillemets, est-ce que ça peut ressouder? Je pense que là, il va falloir lire l'organisation, le schéma, le plan du GITEX. Et quand on voit des thématiques qui n'étaient pas là l'année dernière, on parle de FinTech, on parle de HealthTech, on parle de… Alors les Smart Cities, c'est une thématique, on va dire, récurrente. Il y a Dubaï qui est derrière l'événement, donc ils mettent en avant aussi leur savoir-faire dans le montage de cités intelligentes, etc. Mais je pense qu'il y a des thématiques qui sont présentes et qui montrent
un peu les idées qu'on a derrière. Par exemple, moi, quand j'entends parler de FinTech, je sais que le Maroc aujourd'hui est en train de travailler pour structurer son écosystème FinTech, répondre à des problématiques du dirham numérique, on y va, on n'y va pas. Oui, mais ça, c'est pas réglé au niveau des banques. On sait très bien que d'ailleurs, au niveau du continent africain, sur la FinTech, il y a beaucoup de pays africains qui sont devant nous. Mais on voit bien qu'aussi parce que les acteurs du secteur bancaire chez nous, ils en veulent pas trop. Donc, ils freinent des deux fers depuis très longtemps. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est le GITEX qui va régler ça ou est-ce que… Non. Comme je t'ai dit, le GITEX ne résout rien. C'est un événement, c'est une opportunité. Mais en tout cas, il y a des signaux qu'il faut lire en filigrane. Il y a des thématiques, pour moi, qui sont très concrètes et qui pourraient… On aurait pu parler de la robotique et des robots tueurs, comme ça a été fait il n'y a pas très longtemps dans une session parlementaire. Mais là, on parle de choses concrètes qui peuvent avoir un impact dans l'échiquier marocain dans les 5 prochaines années. Et donc là, on est en train d'éduquer et l'écosystème et les institutionnels sur des thématiques. Et là, on ramène sur le terrain marocain les spécialistes de ces sujets-là. C'est-à-dire que si jamais demain, la Banque centrale veut se lancer dans la notion du dirham blockchain marocain, il n'y a pas mieux que le GITEX pour rencontrer les acteurs qui pourraient accompagner un tel chantier au niveau national. Donc c'est un premier pas en fait. Exactement. Il y a donc acteurs publics, on l'a dit, très présents, l'organisation voire un petit peu plus, vous le disiez, mais il y a les acteurs privés également. Il y avait la présence d'ailleurs, pas très loin du chef de gouvernement qui a assuré la cérémonie d'ouverture du patron des patrons, Cheikh Iblalej qui était là. Mais quand on regarde de près le secteur privé chez nous, il investit très faiblement dans la recherche, dans le développement et dans l'innovation. Alors se dire voilà, est-ce que ce GITEX aussi, on l'a dit, vous l'avez redit plusieurs fois, c'est pas le GITEX qui va résoudre ou régler tous les problèmes que nous avons pour le décollage de la tech, mais en même temps, c'est voilà, est-ce que là aussi les acteurs privés par contre, eux ils sont là, ils prêtent un peu l'oreille, mais ils sont pas forcément très sensibles au sujet. Écoute, pour faire simple, le GITEX, c'est au moins l'opportunité de faire rencontrer, je donne un exemple, des start-upers et des entreprises. La rencontre est là. Est-ce que les deux ont les mécanismes pour collaborer ensemble? Tout à l'heure, tu comparais le Maroc avec d'autres pays en Afrique. Il y a le Global Innovation Index qui, à chaque fois, quand il s'intéresse au sujet de l'innovation et de la coopération entre les grands groupes, les startups, les universités et l'écosystème de R&D, le Maroc est toujours mal classé. C'est-à-dire que rencontrer une start-up, c'est une chose. Être capable de collaborer avec elle, même si les thématiques sont très cohérentes et on a des bacs à sable à construire ensemble, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Et là, même si tu me ramènes 2000 entreprises et 2000 start-up, oui, ils vont boire un café ensemble, mais le deal, le passage à l'acte, le mariage, on va dire, entre entreprises et start-up, est-ce qu'il aura lieu ou pas? Ça dépend de la capacité de ces entreprises. Et encore une fois, je reviens au Global Innovation Index qui, quand il s'intéresse au sujet, il donne de très mauvaises notes aux entreprises marocaines dans ce qui est collaboration avec l'écosystème. On est habitué à travailler en silo, à travailler en interne et donc pas beaucoup d'espoir de collaboration en externe. C'est d'ailleurs ce qui fait très mal aux startups nationales. Et celles qui font des levées de fonds et qui arrivent à se positionner à l'échelle internationale, soit elles migrent, soit elles arrivent à collaborer plus facilement avec des entreprises internationales que les entreprises nationales. Complètement. Donc, parce que je crois savoir d'ailleurs qu'il n'y a pas les espaces prévus pour connecter ces deux mondes qui doivent constituer un ensemble, à savoir les corporates, les grandes entreprises et les startups, c'est pas le choix des organisateurs, c'est plutôt d'essayer de connecter les startups avec les capital risqueurs. Donc on est vraiment sur le financement et quand le financement, il ne le voit pas avec le secteur privé marocain, mais plutôt avec des représentants, en tout cas en même temps, rien n'empêche, c'est-à-dire il faut bien organiser un salon, il faut bien que les zones soient délimitées, mais rien n'empêche un patron d'entreprise en faisant le tour de tous ces espaces d'aller à la recherche des startups. Maintenant, c'est pas parce que l'espace est créé, pas parce que le salon parce que les chambres du salon sont les unes à côté des autres qu'il va se passer quelque chose. Il faut bien qu'il y ait de la volonté d'individus qui aillent faire leurs courses
du côté des startups et vice-versa, que les startups aillent à la rencontre des entreprises. Bon, en tout cas, on verra bien si effectivement Shakib Lalej et sa team et l'équipe de la CGM est allée à l'encontre des startupers et si les startupers, eux, sont allés à la rencontre des représentants du patronat. C'est de ça que je voulais parler quand je disais il faut un bilan qui aille un peu plus dans le détail des interactions et pas juste de la participation. Troisième round avec vous, spécialiste transformation digitale, mais également spécialiste en intelligence artificielle générative, Salah Beina, sur justement, parallèlement à cela, juste un peu avant, je ne sais pas si c'est le hasard ou pure coïncidence, Latif Ouabi, ministre en charge de la justice, a commencé à parler de l'intelligence artificielle, mais plutôt sur la défensive, à dire attention, c'est un danger, ces robots qui demain pourraient remplacer des juges ou des greffiers. Bref, on l'a bien vu. Il a présenté les choses ainsi, sans vouloir faire de métaphores. Mais vous, en tant que spécialiste en intelligence artificielle, le fait que le Maroc réfléchisse aujourd'hui très sérieusement, et d'ailleurs à partir de la rentrée, je crois qu'il y aura un gros événement un peu dans ce sens, pour installer un cadre réglementaire pour encadrer l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Dans l'absolu, c'est une bonne idée. Mais ça dépend, il faut faire très attention. On est un écosystème très pauvre aujourd'hui en implémentation, en application, en usage de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans le public privé, etc. J'ai peur qu'on aille trop vite sur la réglementation et qu'on finisse par faire peur même à des gens qui voulaient faire des petites applications on va dire très anodines, qui sont de l'amélioration de la productivité quotidienne d'une entreprise. On a vu ce qui s'est passé avec le cloud. Il a fallu qu'on parle tout de suite du cloud pour les organisations d'intérêt vital, pour que tout l'écosystème dise attention, le signal qui a été entendu par l'écosystème, c'est le cloud, c'est pas bien. Et donc j'ai peur que le signal et donc les sorties médiatiques de tel ou tel ministre finissent par faire peur aux acteurs et qu'on recule. Est-ce que le ministre de la Justice était dans son rôle, lui, en parlant de ça, en tant que ministre de la Justice, ou est-ce qu'il aurait fallu que ce soit plutôt la ministre en charge justement de la transition numérique, vous voyez, de dire, pour parler de l'intelligence artificielle, voire le chef du gouvernement, c'est-à-dire le fait que ça vienne de la bouche, en tout cas du ministre de la Justice, est-ce que pour vous c'est plutôt bon signal, mauvais signal? Moi je pense qu'il était en dehors de sa juridiction pour parler en termes de responsabilité dans l'échiquier. S'il faut une réglementation pour l'IA, il faut que ça soit la même pour le domaine juridique ou pour d'autres. Et à la limite, les mieux placés pour répondre à la question, ce n'est probablement pas au niveau du ministère de la Justice qu'on va les trouver. Et d'ailleurs, il a même fini par donner un exemple. D'abord, j'ai bien étudié la scène et la question qui a été posée et la réponse qui a été donnée par le ministre, mais je trouve qu'on est allé un tout petit peu trop vite et trop loin. Le ministre a même parlé des robots tueurs. Complètement. Alors que l'IA aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de cibler des clients, c'est ce qui vous permet de sélectionner des candidats dans un recrutement. C'est des thématiques très pragmatiques et qui font la performance des entreprises. L'IA aujourd'hui, sur l'échelle mondiale, c'est un facteur d'excellence opérationnelle d'abord. Donc les robots tueurs, je ne sais pas à quel horizon on va les rencontrer si jamais ça voit le jour, mais on parle bien d'essayer de réguler l'IA d'aujourd'hui. L'IA que les entreprises, que les PME, que les grands groupes veulent utiliser. Et pour y arriver, il faut bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que justement l'IA, parce qu'on l'a vu, j'ai fait benchmarker un petit peu ce qui s'est fait en termes d'instauration et d'installation de cadres réglementaires dans le monde. Donc il y a les États-Unis, effectivement, eux qui ont publié un simple décret. Donc c'était en novembre 2023 sur la bonne gouvernance et la gouvernance responsable en matière d'intelligence artificielle. Voilà pour les Américains. Les Chinois sont un peu plus avancés. D'ailleurs, c'est le pays au monde le plus avancé en matière de réglementation. Au niveau de l'IA, j'ai vu qu'ils ont approuvé des dizaines, voire des centaines de modèles de langage en fait à respecter et qui seront réglementés par l'intelligence artificielle. L'Union européenne, ils réfléchissent, ils ont pour la mise en place d'un cadre réglementaire à l'horizon 2026, qui soit pas trop contraignant, mais en même temps qui permette un truc hybride, à mi-chemin. Nous, là-dessus, est-ce que très souvent on s'inspire un peu de ce que font nos voisins, nos voisines ou nos voisins? Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a plutôt le modèle chinois, plutôt le modèle inspirant américain, européen? Moi, le modèle européen a beaucoup de sens. Il y a des applications qui sont banales, qui ne doivent pas soulever de débat. Et on devrait y aller
parce que ça nous fait gagner du temps, parce que ça permet de la productivité, parce que c'est là où les entreprises vont pouvoir être compétitives avec de l'IA. Et donc là, typiquement, sur ce type d'application, ça devrait être, on va dire, le signal doit être feu vert, allez-y. Il y a des applications un peu plus sensibles qui nécessitent réflexion, qui nécessitent accord, qui nécessitent plein de discussions. Et à ce moment-là, feu orange. Et puis il y a des choses qu'on va devoir dès le départ dire, on ne veut pas de choses comme ça. Et à ce moment-là, c'est le feu rouge et on choisit les différents types. Je pense aujourd'hui, on oublie souvent qu'au Maroc, on a une instance qui est la CNDP, la Commission nationale avec de la protection des données personnelles. Présidée par Omar Selouchni d'ailleurs. Exactement. Et qui, quand ça concerne l'utilisation des données personnelles, elle est dans son droit d'accorder, de ne pas accorder, de valider ou pas des usages, y compris ceux qui font appel à l'IA. Et donc, c'est là où au départ j'ai parlé de juridiction. Il faut qu'on installe un écosystème qui permette, quand il s'agit de données personnelles, l'interlocuteur devrait être la CNDP. Quand il s'agit... Qui n'est pas partie prenante pour l'instant. C'est un acteur incontournable de l'écosystème IT, mais qui n'est pas très visible dans le nouvel écosystème, la nouvelle direction et l'orientation qu'a pris le Morocco Digital 2030. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, avant de réguler ou de sortir un texte de loi qui risque d'être inapplicable ou qui va créer beaucoup de conflits entre les instances déjà posées, il faut bien comprendre de quoi on parle et qui sont les acteurs aujourd'hui qui existent et avec quoi on devrait composer pour mettre en place un cadre dans lequel les entreprises sont incitées à innover, parce que le signal doit être très clair, on doit pousser les entreprises marocaines à innover avec de l'intelligence artificielle, parce que en 2050, les entreprises, en 2030, c'est beaucoup plus, en 2027, ça s'accélère d'ailleurs. Les entreprises qui n'utiliseront pas l'IA n'auront plus de place pour exporter, importer, exister à l'échelle internationale. Donc, à trop réguler, on risque de tuer nos entreprises dans notre écosystème interne fermé. Et du coup, de détruire de la valeur existante. Salah Benaï, on voit bien aussi que ce soit les Européens, que ce soit les Américains ou que ce soit les Chinois qui sont les plus avancés, notamment la Chine, il y a une approche sociologique qui a été prise en compte. C'est-à-dire que dans l'étape de réflexion, dans toutes les centres de réflexion, il y avait aussi des anthropologues, il y avait aussi des sociologues. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est des réglementations aussi, je veux dire, humaines, même s'il y a de la technologie, l'intelligence artificielle, avec une dimension humaine, une dimension sociale et une dimension comportementale des populations. Est-ce que là-dessus aussi chez nous, il ne faudra pas faire l'économie de ça et ne pas mélanger vitesse et précipitation dans la mise en place d'un cadre réglementaire sur l'IA? Mais en fait, quand on commence à étudier comment chaque nation, comment chaque peuple, on va dire, interagit avec la technologie, on commence à comprendre qu'on n'a pas tous la même perception de la technologie. Je prends le Japon par exemple comme exemple. Le Japon est un pays qui a une relation à la technologie ancestrale et le Japon voit toujours la technologie comme étant la solution pour aider l'humain à mieux vivre dans son environnement. C'est-à-dire même quand on voit les Goldorak et les Gundam, etc., dans l'imaginaire manga des Japonais, c'est la technologie est là pour servir l'humain. Et donc, ils ne regardent jamais la technologie comme étant une menace. Ils savent qu'ils la maîtrisent parce que c'est eux qui la fabriquent. Et donc, ils savent ce qu'ils mettent dedans. L'ingénierie, ils maîtrisent. Et donc, ils mettent en place des solutions au service de l'humanité. Alors, là où on commence à perdre pied, c'est quand on parle de technologie qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas faire la distinction entre ce qui est science et qui est science-fiction, et donc on commence à paniquer, à avoir peur de choses qui, dans la réalité, elles n'existent pas aujourd'hui. L'IA dont on parle aujourd'hui, c'est de l'IA qui a été imaginée il y a 40 ans, et on en parlait. Il y a des publicités des années 90 où AT&T disait le futur ça va être ça va être la télécommunication, ça va être la médecine à distance, ça va être... Donc c'est ce qu'on voit venir aujourd'hui. C'est-à-dire c'est de l'IA mature. C'est pas tombé du ciel là il y a quelques mois. Voilà. C'est mature en termes de science, en termes de technologie, en termes de réalisation. Et quand on aborde l'IA avec tous ces prismes et qu'on comprend de quoi il s'agit, on panique moins et on essaye de se protéger le plus rapidement moins. Donc il ne faut pas être forcément surtout pas sur la défensive et se dire voilà, c'est quelque chose qui doit être contributif pour créer de la valeur et de la valeur partagée et non pas une menace moi je pense primaire. L'IA c'est une opportunité pour tout le monde. C'est une opportunité pour gagner du temps pour nos entreprises, c'est une opportunité pour faire gagner du temps à nos citoyens, c'est une opportunité pour optimiser nos dépenses, optimiser nos ressources
et on ne peut pas s'en passer. Donc, sachant aller dans des usages qui nous permettent justement de toucher ces gains, sans forcément faire peur à tout un écosystème, sachant que des fois ça tient à rien du tout et on innove moins quand les signaux ne sont pas bons. En tout cas, Salah Beina, lui, n'a pas peur de l'IA. Non. Merci infiniment à vous. Merci. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.